Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologique, collection fondée par Philippe Breneau et dirigée par Joël Bernat. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Dernière parution. Dimitri Kaijik, Psychiatrie désemparée, un héritage, 2022. Josiane Chauveaubringer, Thérapie d'enfant, un regard gestaltiste, 2022. Vicky Cuquierman, Les troubles du langage dans la schizophrénie. Recherche actuelle et stratégie thérapeutique, 2022. Patrick Angeraou, L'adolescent et ses troubles, guide clinique et psychopathologique, 2022. Nicolas Sajus de Cocola, De la maltraitance à la résilience. Le désespoir dépassé, 2022. Thierry Nussberger, Dire, Les chemins psy. Du symptôme hostile, 2022. Jean-Paul Mwengengoie, La dépression chez les jeunes migrants subsahariens, 2021. Annick Bernabéo et Benoît Marceau, La psychose en résidence, hébergement et psychothérapie, 2021. Loïc Lerouge, Dire, La numérisation du travail, enjeux juridiques et sociaux en santé au travail, 2021. Clément Rizet, étudiant en souffrance psychique. Une jeunesse déboussolée, 2021. Dominique Renier et Célia Vazcerniglia, Approche psychologique de la crise et de l'urgence dans le contemporain, 2021. Catherine Delaprelle, La méthode des 3I pour les enfants à troubles du spectre autistique. Un éveil par le jeu, une nouvelle chance de développement, 2021. Abdelkader Benarab, De la médecine en général à la psychiatrie en particulier en Algérie, un échec programmé, 2021. Dédicace. Ce livre est dédié à la mémoire de Rosemarie Guérin, 1941-2003. À la centaine d'enfants en difficulté qu'ensemble nous avons accompagnés dans leur enfance et à nos propres enfants pour lesquels cela n'a pas toujours été facile. Yves Guérin. Sommaire. Préface. Avant-propos. Chapitre I des femmes d'exception. Chapitre 2. Le contexte social, culturel et politique post-mai 68. Chapitre 3. Une rencontre opportune. Chapitre 4. Genèse d'un projet d'école expérimentale. Chapitre V l'école de Bonneuil, un projet qui émerge de l'expérience. Chapitre 6. Genèse d'un nouveau projet, l'école expérimentale de Guénouvry. Chapitre 7. Une scission à Guénouvry. Chapitre 8. Et maintenant? Bibliographie raisonnée. Remerciements. Préface. Cet ouvrage évoque une rencontre exceptionnelle et une aventure institutionnelle unique. L'enseignement que constitue cette étonnante histoire nous est ici transmis par Yves Guérin et Jean Pax. Si l'intérêt pour la psychanalyse est toujours aussi vif dans les pratiques privées, la référence à l'idée analytique n'est plus guère présente dans les pratiques institutionnelles. Dans certaines institutions où cette référence s'était révélée au départ particulièrement féconde, elle est parfois rejetée. Des témoignages comme celui que porte ce livre sont donc précieux pour qu'il y ait transmission. Nous sommes en décembre 1964. Rosemarie Briot, 23 ans, termine ses études au centre de formation d'éducateurs de la rue de Rome, à Paris. La directrice du centre, appréciant particulièrement cette étudiante brillante et motivée, lui propose d'emblée un travail difficile. L'accompagnement éducatif au domicile même des parents de Léon, un enfant de 3 ans présentant un autisme grave. 2 années plus tard, en 1966, Rosemarie épouse Yves Guérin, qui travaille comme éducateur dans un institut médico-éducatif. Ensemble, ils prennent la décision de recevoir Léon à leur propre domicile durant certains week-ends. Et bientôt c'est un accueil à plein temps qui s'organise, chez les Guérin, dans leur propre demeure. Dans le même temps, Rosemarie conduit régulièrement Léon dans un CMPP pour des séances d'analyse avec Maude Manoni. Celle-ci, membre de l'école freudienne de Paris, EFP, s'est formée à la psychanalyse des enfants en participant à la consultation de Françoise Dolto à l'hôpital Trousseau.
Elle vient de publier L'enfant arriéré et sa mère, 1964. Les rencontres avec Léon et Monsieur Manoni sont un moment décisif dans le parcours professionnel de Rosemarie Guérin. Elles sont à l'origine du projet qui va donner forme aux écoles expérimentales de Bonneuil, puis de Guénouvry. Comme le soulignent Yves Guérin et Jean Pax, la force et l'énergie de ces deux femmes ne va pas simplement s'additionner mais se multiplier. Les années 60 sont riches en expériences de ce type, où la psychanalyse éclaire l'éducatif. Je pense au Centre Étienne Marcel, créé en 1961 au cœur de Paris et dont l'analyste Bernard Dys, EFP, est l'un des fondateurs. J'y ai rencontré Thérèse Tremblay-Dupré, longtemps directrice du centre et dont l'expérience m'a beaucoup enseigné. Je pense aussi à la réalisation de Gérard Kramar qui, dès 1965, fonde l'école des Samuels dans la forêt de Compiègne. J'ai pu partager une journée entière avec lui et les enfants accueillis. En janvier 1964, je rencontre Françoise Dolto pour lui parler de mon travail auprès de jeunes enfants dits autistes, d'abord en médecine générale puis en neuropsychiatrie. Dans le même temps, j'entreprends une analyse et poursuis ma formation auprès de Jacques Lacan et de quelques autres, dans le cadre de l'EFP. C'est fin 1968 que F. Dolto me propose de travailler avec elle à sa consultation de l'hôpital Trousseau. Ce fut pour moi une expérience exceptionnelle. Elle durera 2 ans. Enfin, l'idée m'est venue de créer à Nantes un lieu d'accueil en internat pour enfants et adolescents en grande difficulté. Je travaille ce projet avec F. Dolto. Elle me prête alors un ouvrage qu'elle a elle-même préfacé, Vers une pédagogie institutionnelle, 1967, de Aïda Vasquez et Fernand Houry. Grâce à son aide, j'ai pu mettre en place avec quelques autres, le lieu de vie projeté, l'Institut La Mauricière. Il a commencé de fonctionner fin 1968, en accueillant une centaine d'enfants dans 5 lieux répartis dans la ville, foyers, ateliers, externats. Dans la région, ce fut la première institution référence à pratique à l'idée analytique. Après une longue période où la qualité de cette pratique est largement reconnue, l'administration de l'Institut est confiée à un groupe national, pour lequel la référence psychanalytique n'est pas pertinente, donc à écarter. Ainsi, c'est avec un grand intérêt que j'ai suivi à travers les ouvrages de M. Manoni, l'aventure institutionnelle mise en route en 1969 par Rosemarie et Yves Guérin dans cette petite ville de la banlieue parisienne, Bonneuil-sur-Marne. Cette aventure s'inscrit dans le climat particulier des années 60 et 70. Dans ces années-là, le mouvement psychanalytique se trouve dynamisé par la fondation de l'école fondée par Jacques Lacan, tandis que de nouvelles formes de lieux de vie pour enfants voient le jour. Mais l'expérience de Bonneuil se distingue radicalement des autres. C'est un établissement répertorié dans le guide de l'enseignement privé, sous la rubrique « Éducation spécialisée ». L'école est dite expérimentale et ne dépend d'aucune tutelle administrative. Elle ne reçoit aucune appellation déjà reconnue et ne bénéficie d'aucune subvention. Les enfants admis, 5 au départ, c'est dans leur propre maison d'habitation que le couple Guérin les accueille. Un projet de travail est rédigé par M. Manoni et la maison s'organise. Yves Guérin ne cessera de l'adapter aux besoins. L'argent versé par les familles pour les frais de scolarité ne suffit évidemment pas. Rosemarie au départ est donc bénévole et le salaire d'Yves aléatoire. Pour soutenir l'entreprise, l'association Centre d'études et de recherche pédagogique et psychanalytique, CERPP, est créée. Les membres, dont quelques analystes, R. Lefort, J. Aimé et P. Fédida, ont pour mission de promouvoir une recherche pédagogique et psychanalytique à propos des problèmes que posent la psychose et l'autisme de l'enfant. M. Manoni poursuit de son côté un travail considérable d'élaboration théorique et d'écriture. Dès avant la création de Bonneuil, en octobre 1967, elle a organisé des journées d'études sur le thème « Enfance aliénée, l'enfant, la psychose et l'institution ». Des analystes de tous horizons y sont intervenus, parmi lesquels D.W. Winnicott, R. Délin, J. Houry, X. Audouard, P. Benoît, J. Lacan et bien sûr F. Dolto. Peu après l'ouverture de Bonneuil, en 1970, M. Manoni publie Le psychiatre, son fou et la psychanalyse et en 1973, Éducation impossible. Dans ce dernier livre, évoquant le rôle d'Yves et Rosemarie, elle note qu'ils ont toujours su trouver le mot juste dans les cas les plus graves.
Comme leur formation professionnelle n'a pas été spécialisée, ils ont eu la chance, remarque-t-elle, de ne pas avoir été déformés. Ils se sont sentis d'emblée de plain-pied avec l'univers des enfants fous. Ce même ouvrage consacre tout un chapitre à l'institution éclatée. Monsieur Manoni, à partir du jeu du Fordat décrit par Freud, conceptualise ces moments d'oscillation d'un lieu à un autre. Ils permettent, dit-elle, que se dévoile la fonction occupée par un enfant auprès des autres. La dialectique qui s'instaure à partir de ces coupures s'avère particulièrement féconde. Encore faut-il que cette alternance de séjours en forme de scansion se produise au moment opportun. Je tiens à souligner l'importance de cette notion d'éclatement et de sa mise en œuvre à bon œil. F. Dolto l'expérimentait déjà, mais à sa façon, dans l'organisation de la consultation Trousseau. À propos de la présence silencieuse de jeunes analystes, elle parlait de transfert éclaté. C'est l'éclatement du transfert, m'a-t-elle souvent expliqué, qui permet chez certains enfants des changements à la fois rapides et surprenants. Toutefois, cette diffraction du transfert ne peut s'opérer qu'à partir d'un transfert très singulier. J'avais certes expérimenté l'éclatement institutionnel lors de la fondation de l'Institut La Mauricière, avec 5 lieux. Mais j'étais loin alors d'en mesurer la portée. Le dispositif de la Maison Verte, inventé plus tard, 1979, par Pierre Benoît avec l'aide de Françoise Dolto, met également en jeu une forme de transfert éclaté. Une élaboration théorique en a été faite par P. Benoît lui-même. Ce transfert, il le qualifiait aussi de transfert impersonnel ou de transfert sur le lieu, même si c'est la présence quasi impalpable de psychanalystes dans l'institution qui le rendait possible. Bien d'autres aspects de ce qui constitue la vie quotidienne à Bonneuil seraient à souligner, qu'il s'agisse de la fonction de l'association gestionnaire, CERPP, des réunions avec les familles, des réunions de formation du lundi soir ou encore du travail de communication avec l'extérieur. Mais ce qui me semble devoir retenir surtout notre attention, c'est la façon dont l'éducatif et le psychanalytique se sont articulés au sein même de l'institution. En dehors du cadre minimum défini au départ, rien n'était programmé, tout s'inventait à mesure. Et chaque initiative se trouvait marquée par le style de son auteur. Les transferts, en tant que mise en acte de l'inconscient, s'entrecroisaient sans cesse, donnant parfois lieu à des mises en mots inattendues ou à des changements de comportement. C'est surtout dans le maniement de l'espace et du temps qu'il convenait de les prendre en compte. Quant à la présence active et régulière de M. Manoni, ces effets étaient repérables dans tous les secteurs du fonctionnement institutionnel, ce qui posait nécessairement question. Elle participait à la vie quotidienne, assurait des activités de formation et théorisait ce qu'elle observait. L'abondance de ses écrits en témoigne. Elle était l'analyste de l'institution. C'était une position plus que risquée, compte tenu de l'antinomie radicale qui existe entre psychanalyse et institution. La triste fin de la Fondation Pi à Nantes en témoigne. Dans la plupart des institutions, si des analystes interviennent en tant que tels, c'est en dehors ou en marge de l'institution. L'expérience de Bonneuil est donc unique. Elle n'est pas imitable. L'invention dans ce domaine doit être permanente. En 1973, après 4 années d'une vie institutionnelle intense, où la limite entre le professionnel et le privé n'existait guère, Rosemarie et Yves Guérin disent leur désir de créer en Bretagne un lieu de vie répondant mieux à leurs idéaux. Comme l'expliquent les auteurs de cet ouvrage, ils se sentaient limités dans leur liberté de choix, face à une école qu'ils avaient fondée selon leurs critères et qui prenait une tournure qui leur échappait complètement. De toute évidence, le principe même de la psychanalyse institutionnelle devenait insupportable. Ma première rencontre avec Rosemarie et Yves a lieu, à leur demande, le lundi 17 juin 1974, au siège de l'EFP, le jour même du séminaire de M. Manoni. Le lendemain, nous passons la journée à Bonneuil, mon épouse et moi. Nous y déjeunons avec les Guérins, tout en parlant du projet en cours d'élaboration. Une école expérimentale à Guénouvry, petit village de Loire-Atlantique. L'ouverture de cette école a lieu en septembre 1974. Dans leur projet, Rosemarie et Yves précisent que l'école s'organise sur le mode de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelle. Enseignée par l'expérience de Bonneuil, ils précisent clairement la place de la psychanalyse. Ils savent désormais que si la référence à la psychanalyse reste majeure,
sa pratique ne peut être institutionnelle. Il n'y a de cure qu'individuelle, hors les murs. Rosemary a ainsi dirigé l'école de Guénouvry avec le concours de son mari pendant 25 ans, jusqu'à ce que la maladie l'oblige à s'arrêter. En septembre 1999, Guy Rousseau, psychologue et psychanalyste, prend la relève. Dans l'hommage qu'il rend à Rosemary après son décès, il évoque son désir récent, savoir que le cours de l'histoire se poursuivait et n'altérait pas l'exercice toujours recommencé de la parole créatrice. Nous savons mieux depuis Freud comment le petit homme parvient à creuser son chemin. C'est dans un bain de langage, Lacan, qu'il vient au monde et qu'émerge son désir. Les rencontres qui se succèdent donnent forme et couleur à son parcours. Chez Rosemary, l'environnement familial, son mariage avec Yves, la relation privilégiée avec la directrice du centre de la rue de Rome, l'accompagnement éducatif de Léon puis la collaboration avec M. Manoni, l'ensemble de ces rencontres s'est révélé particulièrement fécond. Curieusement, dès son engagement dans la vie professionnelle, elle avait confié à Yves son souci de laisser une trace. Trop tôt enlevée par la maladie, voilà près de 20 ans, elle n'a pu réaliser le travail d'écriture prévu pour sa retraite. Pour Yves Guérin et Jean Pax, le temps était venu de donner tout son relief à la trace effectivement laissée par Rosemary. Par leur écrit, ils ont fait œuvre de transmission. Nantes, le 21 mars 2022, Jean Perrois, psychanalyste. Avant-propos. Maud Manoni, psychanalyste lacanienne, 1923-1998, est connue pour ses publications dans le domaine de l'éducation, et aussi par l'école expérimentale de Bonneuil qu'elle a fondée avec Rosemary Guérin, éducatrice spécialisée, 1941-2003. Au-delà de la rencontre opportune de ces deux femmes, au moment où elles se trouvaient engagées dans la prise en charge d'un même enfant, on peut considérer que cette rencontre fut aussi celle de leurs idéaux en commun, accueillir et prendre soin de l'enfance aliénée, en lui donnant une possibilité de vivre au sein de la communauté humaine. Rosemary Guérin a pu compter sur l'appui constant d'Yves Guérin, son mari, pour créer en 1969 l'école expérimentale de Bonneuil-sur-Marne, dans cette commune de l'Île-de-France, puis en 1974 l'école expérimentale de Guénouvry, un village en Loire-Atlantique. Si ces projets ont pu voir le jour, c'est bien en raison de l'engagement indéfectible des acteurs. Si plusieurs publications, notamment les ouvrages de Maud Manoni, mais aussi les médias, ont su rendre compte en leur temps de ces expériences innovantes, Rosemary Guérin avait dès le début émis le projet d'en témoigner en son nom. Déjà pendant son adolescence, Rosemary Guérin avait en tête cette idée de laisser une trace de son passage dans ce monde par l'écriture d'un livre. Devenue éducatrice spécialisée en 1966, avant même de savoir qu'elle allait concrétiser son idéal à travers la création d'écoles, elle se confiait en ces termes à Yves Guérin. « Je n'oublie pas mon livre malgré la pédanterie que cela peut comporter, mais je m'en moque. J'y attache tout le sens de ma vie, ne pas faire que passer, non. Ne pas périr intégralement, je refuse le néant. Laisser une trace valable, voilà ce que je veux. Tu comprends ? » Ce projet d'écrire qu'elle réservait pour sa retraite ne s'est pas concrétisé, la maladie l'ayant rattrapé. Le livre que vous avez entre les mains ne saurait le remplacer. Mais c'est le projet d'Yves Guérin, en sa mémoire et en hommage à Rosemary Guérin, d'avoir voulu cette publication qui tente de rendre compte de ses œuvres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.